Et nous sommes en direct dans les studios avec l'ambassadeur d'Azerbaïdjan en France, Elchin Amirbayov. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Et nous sommes également dans les studios avec le rabbin Moshe Levin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur exécutif de la conférence des rabbins européens. Alors, on a beaucoup de choses à voir avec vous deux, messieurs, et avec vous, monsieur l'ambassadeur. On va parler tout d'abord du 3e Forum mondial sur le dialogue interculturel qui s'est tenu il y a quelques semaines à Bakou, en Azerbaïdjan. Bakou étant la capitale. C'était le 18 et le 19 mai dernier. C'est la 3e édition. Une volonté d'ailleurs du président azerbaïdjanais, justement, Azeri, pour rapprocher les peuples et les cultures. Alors, expliquez-nous ce qui s'est passé lors de ce forum mondial des disciplines interculturelles. D'abord, bonsoir à tous. Merci de votre accueil et votre invitation. C'est un plaisir de me retrouver ici parmi vous. Oui, parlant sur le forum international sur le dialogue interculturel, il faut dire que vous avez bien dit que c'est 3e édition. Et l'idée appartient à l'Azerbaïdjan. Donc, il y a 4 ans, la première édition a été inaugurée à Bakou. Faire réunir en même temps, en même place, donc les représentants de différentes cultures, religions, pour créer une plateforme pour le dialogue et pour aborder les actualités du moment, mais aussi les grands problèmes qui sont en face de l'humanité en ce qui concerne la compréhension mutuelle. Et bien sûr que cette idée était soutenue, je me réjouis que maintenant c'est une initiative internationale parce qu'il est coparenté par l'UNESCO, par Conseil de l'Europe et par l'institution qui s'appelle l'Alliance des civilisations, qui est siégée à New York et qui gère aussi toutes les matières relatives au dialogue interculturel. On pense que le moment de cette 3e édition était très important parce que partout dans le monde on parle des problèmes d'extrémisme religieux et pas seulement religieux. Donc on parle toujours sur l'importance de dialogue et dialogue doit remplacer la guerre. Donc c'était vraiment une opportunité de créer encore une chance pour tout le monde qui est intéressé pour se parler. Et Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, était toujours connue comme une ville cosmopolite où les représentants de plusieurs nationalités et groupes ethniques ont vécu pendant des siècles. Et Azerbaïdjan étant un pays qui se trouve au carrefour des continents et civilisations et différentes cultures, d'un côté on appartient géographiquement au continent européen, de l'autre côté on est au seuil de l'Asie, donc avec cette diversité ethnique, culturelle, religieuse et linguistique et même climatique, Azerbaïdjan est considéré comme une plateforme naturelle pour ce genre de manifestations. Alors on va dire à nos auditeurs, parce qu'on a toujours un peu de mal des fois à situer dans la carte où se trouve l'Azerbaïdjan, d'autant que c'était une ex-république soviétique, donc ça faisait partie d'un tout, et qu'aujourd'hui, on redécouvre des pays qui n'existaient pas il y a quelque temps. Alors, il faut savoir qu'elle a des frontières communes avec l'Arménie et la Turquie à l'ouest, la Géorgie au nord-est, la Russie au nord, l'Iran au sud, voilà, pour situer à peu près. Alors, vous disiez que Bakou était une ville ouverte, que l'Azerbaïdjan est multiculturel. Et vous parliez de cette montée des extrémismes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'Azerbaïdjan, majoritairement musulman, oui, voilà, 95% sont des musulmans. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette volonté d'ouverture sur le monde? Est-ce que, selon vous, c'est plus une décision politique, c'est-à-dire une volonté du pouvoir, ou est-ce que la population est naturellement ouverte et que le pouvoir politique ne fait que refléter ce qu'est la population d'Azerbaïdjan? Oui, je vous remercie pour cette question. Oui, bien sûr que c'est pas à moi à dire que le pays est vraiment très bien placé pour accueillir ce genre de manifestations, mais je crois que les racines de cette initiative viennent du fait que c'est dans la tradition du peuple azerbaïdjanais de cohabiter avec tout le monde. Donc peut-être
on peut expliquer ça par la position géographique. Hein. Donc, comme j'avais dit, donc on était toujours, on faisait partie des différents empires, différentes civilisations, mais on a toujours gardé nos propres racines. Donc, si vous gardez vos racines, vous gardez votre identité. En même temps, vous respectez tous ceux et celles qui sont autour de vous. Et je crois que pourquoi j'ai mentionné que l'Azerbaïdjan est accepté par l'Ouest et par l'Est, par l'Occident et par l'Orient comme une plateforme naturelle, parce qu'il y a déjà l'ambiance qui règne dans ce pays et qui explique que Bakou était choisi comme un endroit. Je pense que les gens qui ont visité l'Azerbaïdjan récemment peuvent vous attester que même si vous vous promenez dans les rues, si vous regardez l'architecture, si vous mangez les choses, donc vous allez voir que ça reflète très bien cette diversité qui est en place. Donc c'est pas un spinning exercise, donc c'est pas une décision politique qui tombe du ciel, mais je crois que ça aurait pu, hein. Voilà, il y en a tous les deux. Hein, ouais. Donc je crois qu'on profite de cette ambiance de coexistence harmonieuse des différents groupes ethniques et religieux, et on essaie à valoriser l'Azerbaïdjan, parce que vous avez très bien dit que c'est un pays qui est une république laïque, parce que la religion est séparée de l'État par la Constitution et en fait, mais en même temps, donc la population, 95% sont musulmans, dont 70% sont chiites. Hein. Donc, mais ces 5% qui restent, donc, ce sont les représentants d'autres religions majeures, mais aussi d'autres groupes ethniques. On a à peu près 50 de groupes ethniques qui sont représentés dans le palitre ethnique d'Azerbaïdjan. Et je crois que, donc, quand nous sommes ici, je suis fier de dire que la communauté juive d'Azerbaïdjan fait partie de cette palitre, de cette ambiance, et on est fiers d'accueillir pendant des centenaires, hein, donc une communauté très active, très dynamique, qui a contribué beaucoup au développement de l'Azerbaïdjan dans plusieurs domaines. Alors, on va se tourner vers vous, Moshe Levin. Juste une question. Il y a combien de juifs en Azerbaïdjan? Donc, à peu près, c'est entre 20 et 25 000 personnes. Donc, et il y en a deux grands groupes, hein, si on peut dire. Ce sont les juifs ashkénazes et aussi les juifs qu'on appelle les juifs des montagnes ou les juifs caucasiens, voilà, qui sont là depuis des millénaires. Hein. Donc, c'est une population autochtone, on peut dire. Et les ashkénazes, ils sont venus plutôt dans le 19e siècle, donc, et pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi. Hein. Donc, ils sont plutôt dans la ville de Bakou, dans la capitale, tandis que les Juifs de montagne, ils sont au nord du pays, près de notre frontière avec la Russie, dans un endroit où ils habitent compactement. Je crois que dehors l'Israël, c'est le seul endroit où vous avez une petite ville dont la population est presque absolument juive. À Kouba. À Kouba, à Krasnaya Sloboda en russe, ou Kırmızı Kasaba, ou Village Rouge, on dit. Village Rouge. Alors, Moshe Levin, vous êtes le directeur exécutif de la conférence des rabbins européens. Vous étiez à Bakou pour le forum mondial et l'ambassadeur Amir Bayov disait on va demander aux témoins. Alors, vous étiez un témoin privilégié lors de ce forum. Tout à fait. J'ai eu le bonheur de participer, mais je me suis rendu, c'est ma 3e visite en Azerbaïdjan. J'étais en septembre pour le comité des ministres du Conseil de l'Europe. J'étais en novembre pour l'OSCE, qui organisait au lendemain de la journée pour la tolérance des Nations Unies, qui organisait un forum justement sur la question de la tolérance et des extrémismes. Et j'ai eu le bonheur de m'adresser, de parler, de prendre la parole là-bas. Et puis là, pour ce 3e forum, je veux dire que j'ai découvert l'Azerbaïdjan, je ne connaissais pas. Je connaissais dans les livres, par la culture, mais pas plus. Et j'ai découvert un pays avec une tolérance qu'on ne connaît pas en Europe et en France encore moins. Et vraiment très surpris parce que l'accueil a été d'abord très chaleureux. Mais en plus, j'ai rencontré le rabbin de la communauté juive, le rabbin à Bakou. Cette visite, j'ai également été dans des villes, effectivement l'ambassadeur parlait des Juifs des montagnes, dans la ville de Chéki, où il y a eu un pacte d'amitié qui a été signé avec la ville de Colmar, et également on a également été à Laïdj, à Ismaïli, et Ismaïli étant quasiment une région où
dans cette ville, le maire me présentait un de ses adjoints qui était de confession juive, de juifs des montagnes. Donc c'est quelque chose, dans un pays musulman à 95%, où on a un adjoint au maire qui est juif. Donc cette tolérance, mais aussi cet accueil. Le rabbin de Bakou me disait, ici, dans ce pays, on sait accueillir. C'est quelque chose qui était touchant. Et puis, dans une même salle au forum, lorsque vous avez des personnalités religieuses ou politiques du Koweït et un rabbin dans la même salle, avec la directrice générale d'UNESCO, avec le ministre de la Culture, avec énormément de monde, finalement, je pense qu'il n'y a que l'Azerbaïdjan pour mettre tout le monde ensemble. Et peut-être que c'est une de ses vocations, parce que l'Azerbaïdjan est un pays qui historiquement a accueilli les Juifs. C'est le seul endroit, l'ambassadeur le disait, où on trouve effectivement une ville juive, mais on a l'histoire, certains font remonter à moins 722 en faisant les Juifs des montagnes, en montant de Perse, de la Perse, l'époque destruction même du Beth Amikdash, du second temple, du premier temple plutôt, et donc l'histoire a montré que c'est un pays qui a toujours eu une communauté juive et qui n'est pas quelque chose de courant, parce que souvent dans les pays qui ont accueilli les Juifs, on a des périodes de pogrom, d'histoire où on a fait souffrir, où on a massacré des Juifs, etc. On n'a pas ce type d'action dans l'Azerbaïdjan. Alors peut-être c'est un pays qui est un pont pour la paix, et c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir à y participer et à découvrir, puisque chaque fois que je suis allé, c'est un angle différent que j'ai pu découvrir. Cette fois, c'était aussi les Juifs des montagnes qui sont méconnus, et peut-être qu'il faut encourager la communauté juive aussi à s'y rendre, à mieux voir, à mieux découvrir, parce qu'on y est bien accueilli et parce qu'il y a des choses à voir en termes de tourisme. On parlait de Chéki, qui est la capitale de la soie. Ou alors Ismaïli. Alors c'était curieux à Laïdj, dans la ville à proximité d'Ismaïli, où il y a les plus vieilles canalisations du monde. Et dans cette ville, quand on est accueilli, on l'a été avec... D'abord, il y a eu beaucoup de roses qui ont été données, mais au-delà des roses, il y a une tradition d'accueillir avec du pain et du sel. Et celui qui arrive doit manger le pain, tremper le pain dans le sel. C'est une tradition que nous, on connaît bien dans le judaïsme, le pain et le sel. Voilà. Ouais. Alors, Elchin Amirboyov, vous parliez tout à l'heure de la montée des extrémismes. Vous avez une frontière commune avec deux pays qui, aujourd'hui, l'un, je dirais, est un régime islamiste que certains appellent modéré, c'est la Turquie. Et puis, vous avez l'Iran, qui aujourd'hui est, je dirais, au centre d'une observation internationale, notamment sur son programme nucléaire, et puis sur ses déclarations par rapport à l'État d'Israël, sa volonté de destruction. On voit aussi une certaine hégémonie iranienne se concrétiser avec l'aide apportée au président syrien, sa présence au sud-Liban, sa présence en Irak. Comment vous vivez avec ces deux voisins qui ne sont pas des pays arabes, mais qui sont majoritairement musulmans, l'un chiite, l'autre sunnite? Comment vous vivez avec eux? Merci pour cette question. Je remercie aussi Rabbin Moshe Levin pour avoir décrit ce qu'il a vécu à Bakou. Mais je crois que l'art de vivre ensemble, ce sont les mots qu'on peut utiliser en ce qui concerne la vie en Azerbaïdjan. Et ça est appliqué aussi en ce qui concerne notre politique étrangère. Donc on essaie dans notre voisinage de maintenir des relations de bon voisinage avec tout le monde. Donc vous avez mentionné tous les pays avec lesquels on a des frontières terrestres, mais il y a aussi la mer Caspienne qui nous sépare de l'Asie centrale et des 5 pays, républiques, maintenant pays indépendants de l'Asie centrale. Donc avec tout le monde, on essaie de créer des relations pragmatiques, constructives et de bon voisinage. Sauf bien sûr avec l'Arménie, avec lesquels on est encore en guerre, donc dont les conséquences très lourdes, l'occupation de 20% de notre territoire est encore en place, et le déplacement d'1 million d'Azerbaïdjanais
condamné à cause des nettoyages ethniques par les Arméniens. Mais à part de ça, avec l'Iran, qui est un grand voisin au sud, avec lequel on partage beaucoup d'histoires, hein, donc peut-être je vais vous surprendre si je vous dis qu'aujourd'hui en Iran, il y a quand même entre 20 et 25 millions d'Iraniens d'origine azerbaïdjanaise. Donc ce sont les gens qui parlent presque la même langue qu'on parle chez nous. Oui, et ça se passe à cause du fait qu'à l'époque, historiquement, en 1813 et 1828, avec deux accords entre les deux empires, persan et russe tsariste, l'Azerbaïdjan à l'époque était divisé en deux parties. Donc la petite partie est allée à la Russie et la plus grande restait en Iran. Donc avec l'Iran, comme j'avais dit, on partage donc l'histoire, on partage certains donc éléments de culture, et on essaie de faire en sorte que donc nos relations n'ont pas l'ingérence dans nos affaires intérieures. Donc Azerbaïdjan, c'est une république laïque, comme je l'ai dit, république présidentielle, où on essaie vraiment de faire en sorte que les valeurs européennes puissent être intégrées dans notre vie quotidienne. Et je crois que il y a deux concepts, concept d'indépendance et concept de laïcité, qui sont très forts implantés dans l'esprit collectif des Azerbaïdjanais. Donc, et indépendamment de le voisinage et certaines tendances qui peuvent arriver un jour ou l'autre, donc en Azerbaïdjan, on préfère de maintenir notre indépendance, mais en même temps de protéger donc cet espace de coexistence et où il n'y a pas de place pour l'extrémisme, pour discrimination, n'importe quelle religion on parle. Hein, donc voilà. Et je crois qu'avec la Turquie aussi, on peut dire que c'est un pays avec lequel l'Azerbaïdjan entretient les relations très proches. Donc on partage aussi presque la langue qui appartient à la même famille de langue, la turcique, mais en même temps c'est un pays allié d'Azerbaïdjan parce que c'est un pays qui nous a aidé beaucoup quand on a restauré notre indépendance en 1991. Et bien sûr que nous, en tant que République d'Azerbaïdjan, on n'impose pas donc quelque chose sur nos voisins et on attend la réciprocité dans ce sens. Donc, bien sûr que avec tous les voisins, on essaie d'avoir des coopérations qui vont être bénéficiaires donc pour nos pays respectifs, mais en même temps, à chacun son chemin. Donc voilà. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut apprécier donc la politique qui est menée par l'Azerbaïdjan aujourd'hui. C'est vrai, une politique pragmatique. Et je dois souligner, quand nous sommes arrivés, mais c'est le hasard qui a fait cela, quasiment la première personne que j'ai vue lorsqu'on était au Salon d'honneur, c'était l'ambassadeur d'Israël en Azerbaïdjan, et qui est venu me parler et qui me dit on a des contacts particulièrement étroits, un accueil, on travaille à une très bonne coopération, et c'est probablement le pays musulman avec lequel on travaille le mieux. Et c'est vrai que je savais qu'Israël était particulièrement accueilli, respecté, que l'ambassade fonctionnait. Il y a des lignes directes Tel Aviv-Bakou, quasiment quotidienne. Donc il y a ce rapport aussi, et on m'a expliqué effectivement qu'on fonctionne en termes de pragmatisme en Azerbaïdjan, ce qui est bien pour les deux. Et effectivement, déjà, au-delà de la paix et de l'harmonie, il y a des intérêts communs, je pense, entre les deux pays. Voilà, donc juste deux mots pour ajouter à ce que Rabin a dit. Avec l'Israël, l'Azerbaïdjan entretient des relations de partenariat stratégique. Donc il y a une coopération dans plusieurs domaines. Donc il n'y a pas peut-être un domaine dans lequel on ne coopère pas. En même temps, je crois que le pont vivant entre les deux États est une communauté qui habite aujourd'hui en Israël, mais qui ont des racines ce sont les ressortissants d'Azerbaïdjan. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont émigré après l'effondrement de l'Union soviétique d'Israël vers l'Azerbaïdjan, à l'IA, mais il y a pas mal de gens qui sont revenus et qui sont rachetés leur maison et qui utilisent donc maison comme maison d'été. Ouais. Et ce sont les gens qui vraiment entretiennent des relations aussi commerciales, mais aussi culturelles. Et je suis très fier, j'ai lu il y a une semaine, quand on a fêté la journée de la République, le 28 mai, que cette communauté, donc en Israël, a fêté donc la journée de la République. Donc ils se sentent comme encore des gens qui appartiennent à deux patries. Voilà. Alors, c'est vrai. Et puis, nous étions à Toulouse, nous avons fait le congrès
des rabbins européens avec 200 rabbins et rabbins européens. Et on avait rappelé la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une cérémonie. À cette cérémonie, celui qui a beaucoup poussé s'appelle German Zecharayev, qui est originaire d'Azerbaïdjan. Mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a des personnalités qu'on connaît bien parce que c'est des chanteuses. Par exemple, je pense à Sarit Haddad. Sarit Haddad qui est en Israël. Sarit Haddad, elle s'appelait Sarah Koudadadovtov. Elle est originaire d'Azerbaïdjan. Yafa Yarkoni, plus ancienne, également originaire d'Azerbaïdjan, c'est-à-dire la culture d'Azerbaïdjan. Et je crois que tous ceux qui ont quitté, qui sont en Israël, restent attachés à l'Azerbaïdjan. C'est ce que j'ai ressenti. Mais comme j'avais dit au début, donc on est fiers d'avoir les gens qui représentent maintenant l'humanité. Rostropovitch, par exemple, il est originaire de Bakou. Lev Landau, prix Nobel pour la physique, Nobel de physique, de Bakou. Richard Zorge, donc un espion soviétique entre guillemets, qui a annoncé l'arrivée de guerre, c'était d'origine d'Azerbaïdjan. La famille Rothschild a fait son fortune en Azerbaïdjan. Donc il y a même M. Agarounov, qui est aussi un ressortissant de ce village rouge d'Azerbaïdjan, qui est devenu héros national d'Azerbaïdjan parce qu'il était combattu en défendant l'indépendance et la souveraineté de l'Azerbaïdjan pendant la guerre contre l'Arménie. Donc il y a des gens qui sont très bien intégrés dans notre société et je suis très fier de pouvoir passer ce message, donc ces réalités d'Azerbaïdjan ici en France. C'est pour ça que je vous remercie encore une fois pour cette invitation. J'apprécie aussi l'ouverture de Rabbin Levin d'aller en Azerbaïdjan chaque fois quand il y a cette possibilité. Je voudrais aussi mentionner la visite récente du président du CRIF, M. Roger Kukarman, qui est entouré aussi par ses collègues et qui a visité l'Azerbaïdjan, effectivement pour le même but, pour découvrir ce pays qui n'est pas beaucoup connu en France et attester encore une fois, à témoigner vraiment cette ambiance tout à fait harmonieuse qui existe chez nous. Alors on a vu, troisième forum mondial sur le dialogue interculturel, réunion de l'OSCE à Bakou, et il va y avoir du sport à Bakou. L'Azerbaïdjan, c'est the place to be, c'est là où il faut être. Ces derniers temps, il va y avoir les Jeux de Bakou, c'est dans quelques jours. Oui, j'espère que cet événement va vous séduire de vous rendre là-bas, parce que exactement le 12 juin, c'est le jour quand il y aura une cérémonie d'ouverture de la première édition des Jeux européens. Donc c'est une sorte de Jeux olympiques européens, parce que l'Europe restait jusqu'à récemment le seul continent qui n'avait pas ses propres Jeux. Et au décembre 2012, le Comité olympique européen a décidé que finalement l'Europe doit avoir ses propres Jeux, et Bakou était choisi comme une ville parmi d'autres candidatures qui doit accueillir. Donc il faut dire que 6 000 athlètes sont attendus en Azerbaïdjan, représentant 50 pays européens, y compris la France, et la France sera représentée par une des plus grosses délégations sportives, 254 sportifs. Avec l'Allemagne. Oui, voilà, exactement. Et si vous comptez aussi les entraîneurs, les personnes accompagnantes, 400 personnes et délégations sportives. Et il y aura donc 32 disciplines sportives, dont 16 sont olympiques et 12 sont qualificatifs pour les Jeux de Rio. D'où vient l'intérêt d'envoyer les meilleurs. Et on est vraiment très fiers de pouvoir accueillir encore une manifestation internationale de ce niveau, parce qu'on croit que le sport puisse aussi utiliser comme l'outil de la paix. Parce que c'est un endroit, comme j'avais dit, 6 000 sportifs seront dans la même ville d'athlètes. Ils vont se voir chaque jour, à part des compétitions, bien sûr, ils vont passer quelques temps ensemble. Ils vont découvrir la culture très riche et ancienne d'Azerbaïdjan. Ils vont voir comment ça se passe, donc les dialogues. Et je crois que de ce point de vue, il n'y a pas seulement aspect sportif purement qui doit être apprécié, mais aussi aspect culturel et aspect de dialogue. Encore une fois, on revient sur le même thème. Et à peu près une vingtaine de chefs d'État et gouvernement ont déjà confirmé leur participation à l'ouverture des Jeux de Bakou, qui vont durer de 12 juin jusqu'au 28 juin. La cérémonie d'ouverture aura lieu dans le stade olympique de Bakou, qui vient d'être terminé pour cette occasion.
Eh bien, monsieur l'ambassadeur Elchin Amirbayov, merci d'avoir été en direct avec nous sur Radio Shalom, de nous avoir fait découvrir l'Azerbaïdjan et ses liens, son multiculturalisme, son ouverture, sa proximité avec les communautés juives et avec l'État d'Israël. Merci à Moshe Levin également. Merci, c'est un plaisir. Et puis je voulais souligner quand même et également la présence de l'imam Chalgoumi qui est venu, on est parti ensemble, comme je suis parti dans d'autres endroits avec lui, et qui défend aussi cette volonté du vivre ensemble, et je voulais souligner sa présence. Voilà, c'est chose faite. D'ailleurs, il y avait une importante délégation française lors de ce 3e forum mondial. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir été notre invité encore une fois. Bonsoir, et vous restez avec nous, bien évidemment, sur Radio Shalom. Bonsoir. Merci pour votre invitation. Je vous invite de découvrir l'Azerbaïdjan pour vous-même. Merci.